Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vous présente le travail de ma thèse intitulée Congélation artificielle de sol, donc caractérisation du comportement couplé thermo-hydromécanique. Donc la thèse, elle s'inscrit dans le cadre d'une thèse TIFRE, entreprise de construction et l'EMTA. L'EMTA, c'est le laboratoire énergie et mécanique théorique et appliquée, et en gros, c'est une unité mixte entre l'Université de Lorraine et le CNA. Donc il y a trois groupes au l'EMTA, le milieu fluide, énergie et transfert, et encore vecteur énergétique. Moi, je fais partie de l'équipe LAMPA, de l'équipe mécanique de sol et géotechnique qui fait partie de énergie et transfert. Donc, au sein de notre équipe, on traite plusieurs thématiques de recherche, telles que l'amélioration en traitement de sol, la géothermie ou encore les gonflements du sol et les retraits de fissuration. Donc, la congélation, elle est une méthode d'amélioration qu'on va utiliser, par exemple, dans les cadres où, par exemple, on est en plein milieu urbain, X mètres en profondeur, 30, 40, 50. Et là, si on n'est pas assez chanceux, on va tomber sur une couche de sol qui est à la fois riche en eau, saturée, ou encore avec des performances mécaniques assez médiocres. Donc, dans ces cas-là, évidemment, on ne peut pas excaver parce que là, on est à un risque vis-à-vis de la stabilité du front. Et donc, il faut résoudre à des traitements de sol avant d'excaver. Donc, parmi ces traitements, on va trouver le traitement à la chaux ou encore à le ciment et encore la congélation. Donc, la congélation, en fait, elle est assez unique, assez spéciale parce qu'elle va nous permettre, en fait, de congeler, de traiter le sol, peu importe de sa granulométrie ou encore de sa taille. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est la congélation? Donc, la congélation, en fait, elle s'agit à mettre des forages à l'intérieur du sol. Dans ces forages, on va faire circuler soit l'azote liquide, hop, donc soit l'azote liquide, soit la ciment. Et au fur et à mesure de cette circulation, en fait, ce qui se passe, la température de terrain va baisser et après un certain temps, l'eau dans le sol transforme en glace. En transformant donc un sol qui était une fois avec des performances mécaniques médiocres, un sol massif presque rocheux, étanche et avec des performances mécaniques beaucoup plus améliorées. Donc, c'est très intéressant comme méthode, mais comme il y a ce changement de l'eau vers la glace, il y a aussi cette dilatation en volume de l'eau vers la glace. Et ça, grosso modo, ça remonte en surface et ça provoque des soulèvements en surface. Et donc ça, ce qu'on appelle, nous, en anglais, scientific speaking, frosting. Comme c'est une méthode temporaire, donc on va décongeler à la fin du projet, glace retransforme en eau, on va avoir la tendance à quitter le terrain, à drainer le terrain, et donc, encore une fois, on va retrouver avec des déformations, mais cette fois-ci au niveau des tassements, et c'est ce qu'on appelle thaw cycles. Et donc, pour comprendre concrètement pourquoi on se retrouve avec telle déformation, il faut remonter encore sur l'origine de notre compréhension, et c'est bien comment, en fait, un sol fin, susceptible au gel, va réagir vis-à-vis de la congélation. Donc, disons, on a un profil de sol, on l'a congelé, on va retrouver avec ce genre de profil. Et là, tout de suite, en fait, on se rend compte qu'il y a plus que le changement de phase, il y a aussi de lentilles de glace qui se font. Et si on regarde plus en détail ce profil, ce qu'on peut voir, en fait, il y a trois zones assez distinctes à l'intérieur de ce profil. Donc, on distingue une zone passive, gelée, où il y aura les lentilles de glace, une zone transitoire qu'on appelle front gel, frozen film English, et c'est une zone assez transitoire où il y aura la coexistence de lentilles de cristaux de glace, mais également de l'eau. Plus loin, on retrouve la dernière zone, donc zone active non gelée, où il y aura potentiellement la succion qui s'est créée à cet endroit-là, donc des migrations vers le front gel, et plus loin, des potentielles consolidations dans cette zone. Donc, juste en voyant en fait ce profil, on peut comprendre que la congélation artificielle, elle est un processus avec plein de paramètres qui rentrent en jeu, qui sont assez couplés, thermiques, chimiques, mécaniques, voire électriques. Et donc, si on tente de catégoriser tous ces paramètres, on peut les distinguer en deux groupes. Donc, le tout premier, c'est des conditions de site, donc tout ce qui touche le type de sol, la granulo, la teneur en eau, les contraintes, vu qu'on est souvent en milieu urbain, donc il y a le poids de terre qui s'ajoute à tout ça, et la température du sol, ou encore des choix de projet. Donc ça, c'est notre choix à nous.
comme par exemple quel type de liquide froid on va utiliser, ou encore, par exemple, c'est quoi l'épaisseur qu'on vise à avoir. Et donc, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, on va se focaliser plus sur l'effet de contrainte. Et pour comprendre un petit peu comment des contraintes, leur présence peut affecter en fait la congélation, on a fait l'exercice, on a remonté et lu pas mal dans la littérature. Et ce qui est remonté en fait de tout ça, qu'une fois les contraintes sont présentes, une fois elles sont significatives, elles vont avoir en fait la tendance à impacter plein de paramètres tels que la teneur en eau, la migration de l'eau, la succion, la température de ségrégation, donc c'est la température en fait à laquelle les lentilles de glace vont commencer à se créer, ou encore l'épaisseur de la phase transitoire. Donc, parmi tous ces paramètres, si je prends l'exemple de teneur en eau, et si à titre d'exemple, je prends l'étude faite par Zhang et al. En 2017, ce qu'ils ont essayé de faire en fait, ils ont préparé 4 échantillons identiques d'une argile C2 et ils l'ont préparé dans la même manière avec une seule différence, et c'est bien la contrainte appliquée pendant 96 heures de congélation. Si on trace un petit peu leur résultat, ce qu'ils ont trouvé, en fait, là, je suis en train de voir la déformation verticale avec le temps. Et si je regarde les deux extrémités, donc je suis à 50 kPa, à 50, le sol va réussir à gonfler de 5,5%. Alors, en augmentant la contrainte par un facteur de 10, je suis à 500 kPa, le sol va seulement gonfler de 2%. Et pour comprendre pourquoi on arrive à tel résultat, les chercheurs ont tracé l'absorption de l'eau par le temps. Et donc, si on regarde un petit peu en fait les résultats, on va vite fait comprendre qu'est-ce qui se passe ici. C'est qu'une manifestation de qu'est-ce qui se passe au niveau du teneur en eau pris par le sol d'une source externe. Parce qu'en fait, plus qu'on va augmenter la contrainte, moins de l'eau sera prise par le sol d'une source lointaine. Et donc, moins de l'eau prise, moins de l'eau qui entre dans le sol, et donc moins des gonflements et des déformations qu'on trouve en surface. Et si je fais le bilan de tous les paramètres impactés par le sol, grosso modo, ce qui sort que, généralement, la présence de contraintes va avoir la tendance à baisser les déformations qu'on trouve en surface. Mais alors, on peut tenter de se dire, d'accord, si on revient un petit peu à notre chantier, on est parfois très en profondeur, on va dire 50 ou 60 mètres. Donc, à ce stade, on n'est pas forcément, si on fait les estimations préliminaires avant le projet, on retrouve qu'on n'est pas forcément trop inquiété par rapport à tout ce qui se passe au niveau de déformation en surface. Mais dès qu'on passe à la phase réalisation projet, on trouve souvent avec des déformations liées à la congélation beaucoup plus élevées que qui étaient estimées. Donc, carrément, il y a des choses qu'on ne comprend pas assez complètement encore. Il y a de travail à faire à ce stade. Et c'était ça un petit peu l'idée de la thèse. C'est arriver, on s'est dit, OK, il y a ces questions à poser. Pour essayer de répondre à ces questions, on va développer un dispositif qui va nous permettre d'appliquer une contrainte tout en gardant un gradient de température, établir un protocole d'essai et commencer à faire des essais sous des contraintes élevées. Et donc, on a commencé par, on avait déjà une cellule odométrique à température contrôlée dans le laboratoire. Après, on a apporté plein de modifications sur cette cellule pour s'aligner bien avec nos objectifs. Et le résultat final, on va dire, de toutes ces modifications, c'est ce que vous êtes en train de voir sur l'écran. Donc là, on a une cellule dans laquelle on va venir mettre un échantillon de sol qui va faire soit 2, soit 4 cm. Au-dessus, on a une chambre d'eau qu'on va les remplir par l'eau pour la saturation et pour tenir une température positive. En bas, on a mis un embase dans lequel on va faire circuler un liquide à température négative. Et donc là, on a un gradient de température qui s'est créé à l'intérieur de notre système. Donc par là, on va venir appliquer une température, une pression à l'aide de pistons. Et on va venir mesurer tout ce qui se passe au niveau de déformation par un capteur de déformation qu'on va les mettre ici, et au niveau de température par un capteur de température qu'on va venir mettre ici. Donc, au laboratoire, on a 2 cellules qui fonctionnent. Et donc là, on peut voir déjà l'ensemble des éléments qui font partie de ce dispositif.
Donc là, notamment avec les deux thermostats qui sont responsables de imposer la température à la fois négative et positive, les capteurs, donc des déformations et des températures. Et si on regarde un peu plus en détail, on peut voir déjà que le manip est en mode congélation parce que l'embase ici est congelée. Et donc voilà, comme on a fait plein de modifications, il fallait faire plein aussi des expériences pour s'assurer qu'on est toujours en phase avec nos objectifs et les modifications qu'on apporte, c'est assez fiable et répété. Donc parmi tous les projets, les expériences qu'on a fait, je vous montre les essais de répétibilité. Donc, grosso modo, ce qu'on a fait, on a pris un sol limoneux, on a homogénéisé la température pour 20 heures, on a congelé pour 40 heures et après on a décongelé pour 10 heures. Et on a répété les expériences 2 fois avec les mêmes conditions. Et si on compare les résultats, on trouve que voilà, on arrive à répéter bien les résultats. Donc, à partir de ça, après un somme de temps, on a réussi à développer un dispositif qui est presque un prototype d'un heave test. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, on peut faire monter en contrainte par des odomètres, mais on n'est pas capable, avec ces deux odomètres classiques qui existent aujourd'hui, d'appliquer un gradient de température. Ou il y a encore les heave tests où là, on peut appliquer un gradient de température, mais on ne peut pas monter en charge. Il n'est pas fait pour. Donc, ce qu'on a essayé de faire dans ce test, c'est combiner les deux pour avoir à la fin un prototype qui va nous permettre de faire les deux. Donc, appliquer une charge tout en gardant le gradient de température. Et qui, lui, est fiable avec des résultats répétables et qui, lui, est capable de reproduire le profil de sol fortement cité dans la littérature, donc notamment avec ces 3 fameuses zones gelées, phase transitoire et zone non gelée. Donc, à partir de là, on a un dispositif qui fonctionne. Il faut passer maintenant à proposer un protocole, ce qu'on va respecter tout au long du plan expérimental. Et ce protocole, c'est le suivant. On va commencer à préparer un sol avec une densité teneur en eau. Ensuite, on va saturer le sol et homogénéiser la température à l'intérieur. Appliquer une contrainte par des paliers de 24 heures. Et une fois arrivé à la contrainte souhaitée, on va maintenir la charge, congeler pour 48 heures et ensuite décongeler pour 24 heures. Et en faisant ça, en répétant cet exercice, on va avoir ce genre de résultat. Donc, ce que vous êtes en train de voir, c'est la température mesurée par le capteur de température avec le temps et les déformations mesurées par les capteurs de déformation avec le temps pour 4 contraintes appliquées. Donc 10 kPa, 100 kPa, 500 kPa, 1000 kPa. Donc déjà, dans un premier temps, si on regarde un petit peu les résultats, ce qu'on trouve qu'effectivement, plus qu'on va augmenter les contraintes, plus qu'on a moins de contraintes, de déformations qu'on a. Par contre, il faut faire attention que malgré, par exemple, le fait qu'on est à 1000 kPa, les sols quand même réussi à gonfler de 7,6%. Donc, 1000 kPa, ça veut dire à peu près 50 mètres en profondeur. Et avec 8 pourcentages, ce n'est pas du tout des déformations négligeables. Après, si on tente de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'autre côté, dans la partie décongèle, et si on retrace l'évolution d'indice de vide avec un cycle gel-dégel avec les contraintes, ce qu'on va avoir en fait, que après chaque cycle gel-dégel, peu importe la degré de consolidation élevé ici, on va retrouver toujours avec des tassements à la fin de cycle. Donc, le sol va tasser plus que son état initial. Donc, on peut dire qu'un cycle gel-dégel va avoir la tendance à baisser, à consolider le sol à la fin. Donc, un effet surconsolidation. Voilà, grosso modo, on arrive à la fin de cette présentation. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est que la congélation, elle est une méthode qui est très intéressante parce qu'elle va nous permettre d'améliorer le sol mécaniquement et avoir une étanchéité. C'est très complexe, couplé, et avec plein de paramètres qui entrent en jeu. Parmi ces paramètres, on va retrouver les contraintes. Les contraintes, une fois présentes, vont impacter encore un tas de paramètres. Et le résultat général de cet impact, c'est une baisse de déformation. Mais attention, il y a la relation entre ces deux paramètres ne sont pas linéaires ni évidents. Et il faut faire beaucoup plus de recherches encore pour concrètement comprendre comment il faut prendre ces contraintes
en compte dans notre dimensionnement des ouvrages. On arrive à la fin. Je vous remercie. Je suis prête à prendre votre question. Merci, Zena. Merci. Rien. Alors, nous avons des questions. Oui, nous avons une question sur la slide 7. Donc, si jamais tu peux revenir sur cette slide-là. Donc, c'est une question posée par Luc Torel. Qui, donc, sa question, c'est sur la slide 7, les lentilles des glaces sont horizontales. Qu'en est-il autour d'un tuyau annulaire dans lequel circulent les fluides caloporteurs? Juste. OK. Si jamais vous voulez parler en direct, Luc, pour clarifier un peu la question. Sur des glaces horizontales. En fait, si vous voulez, de manière, en gros, je ne sais pas si vous voulez intervenir à vous. Oui, bah, tout simplement, là, vous avez là dans la photo que vous présentez, je pense que c'est tiré de vos essais que vous présentez par la suite. Vous avez le froid qui est généré d'un côté de l'échantillon, donc par le haut. Ok, donc vous êtes en géométrie 1D, mais sauf que lorsque vous présentez la technique de congélation, donc autour des tunnels, vous installez des tuyaux, enfin il y a des mini-forages, des tuyaux avec un système annulaire de circulation de fluide caloporteur. Donc la géométrie n'est pas la même. Et donc comment se forment les lentilles de glace autour de ces tubes qui servent à la congélation? Est-ce que vous en tenez compte ou est-ce que vous n'en tenez pas compte? Vous regardez que l'aspect global une fois la congélation terminée. C'est un petit peu... En gros, en fait, si vous voulez, les lentilles vont toujours être créées perpendiculaires à la source de le gradient de température. Donc, dans ces cas-là, comme on est vertical, top-bottom, ça sera horizontal. Et donc, grosso modo, ce qui se passe, même par un Hive test, on résout toujours à des compréhensions globales. Donc, soit on va dire c'est la somme de qu'est-ce qui se passe si on va solliciter le sol depuis le top et le bottom, donc commencer par congélation depuis le top, soit inverser, donc faire de bottom depuis le top. Oui, mais je comprends votre logique de laboratoire, mais c'est simplement in situ. Finalement, vous allez avoir des déformations s'il y a des. Enfin, si ce que vous dites se confirme, c'est-à-dire les lentilles de glace se forment perpendiculairement au gradient de température. Ça veut dire que vous allez avoir des déformations, pas seulement gonflement et tassement, mais aussi des déformations latérales. Après, c'est bloqué parce que là, on est en terrain. Donc, le terrain, lui, en fait, ce qui se passe aujourd'hui en terrain, ce qu'on mesure, c'est que des déformations verticales. Et après, parce que même si c'est un anneau, il va pas forcément, c'est beaucoup de terrain au-dessous. Donc, il n'y aura pas forcément quoi que ce soit au-dessous. Et par les latérales, c'est bloqué parce qu'encore, on a infiniment de terrain de deux côtés. Donc, c'est infiniment bloqué, on va dire. On estime. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que des déformations verticales depuis le haut. Ce qu'on mesure et ce qu'on voit aujourd'hui sur le chantier. Ok, bon, merci. C'est la slide 6 qui explique ça, pareil. Enfin, oui. In situ, c'est la slide 6. Et voilà, ça redevient unidirectionnel. Donc là, par là, on est infiniment bloqué par le terrain en soi. Voilà. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question sur ces sujets-là. C'est la question posée par Jean de Sauvage. Les conditions expérimentales sont purement oedométriques? Si oui, comment passer à la configuration réelle à minima bidimensionnelle? Non, mais le problème en soi, c'est unidirectionnel parce que voilà, encore une fois, c'est bloqué dans tout verticalement depuis le bas et latéralement. Donc, des essais odométriques vont nous permettre en fait à quantifier le processus de gel global d'un sol qui congèle. Après, on peut tenter à comprendre l'effet, la performance mécanique de sol, mais ça,
à refaire des anneaux. Mais là, c'est plus le... Ça marche. Bon, merci Zéna. Donc, en n'ayant pas d'autres questions,